messieurs, bonsoir. Ravi d'être devant vous, de participer, de regarder à notre émission édition spéciale Covid qui est présentée exceptionnellement ce soir en français. Donc, pour expliquer les tenants et aboutissements de cet arrêté, nous avons sur le plateau de l'édition Covid-19 présentée, comme vous le savez, tous les soirs dans la langue nationale à tour de rôle, soit en Somalie ou en Afar. J'ai ce soir le plaisir d'accueillir le haut responsable du ministère du Travail, un représentant des employeurs et un représentant des syndicats que je vais tout de suite vous présenter. Donc, j'ai à ma gauche Mme Ikram Awali Farah, qui est directrice générale du travail. Madame Ikram, bonsoir. Bonsoir. Et à côté d'elle, j'ai aussi M. Mahmoud Omar Reguele, qui est directeur général de l'ANEFIP. M. Mahmoud, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, M. Mahmoud. Et à côté de lui aussi, j'ai M. Charmarke Idriss Ali, qui est toujours directeur général de l'INAP. M. Charmarke, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur le plateau. Et à ma gauche aussi, j'ai aussi d'autres invités que je vais me faire le plaisir de vous présenter. En premier, juste à droite de moi, j'ai M. Mohamed Girri Galab, qui est le représentant des employeurs. Monsieur, bonsoir. À côté de lui, le représentant de la CNSS, qui est responsable du département service technique commun, je crois, si je ne me trompe pas, monsieur Mohamed Abdullah Guedi. Bonsoir, monsieur Mohamed. Et enfin, un représentant du syndicat, monsieur Aden Ahmed Miguel, qui est membre du comité exécutif de l'UGTD, bien sûr. Monsieur Aden, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de nous suivre. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes là ce soir en invitant tous ces honorables invités. C'est de vulgariser, de sensibiliser sur le dernier arrêté que le président vient de signer concernant les prestations et les indemnités. Donc, ma première question, je vais la poser à Madame Ikram, qui est directrice générale. Madame, nous allons commencer la première question par vous, bien sûr, pour nous éclairer d'abord sur le côté juridique de l'arrêté et aussi, on voudrait savoir qui seront les bénéficiaires de cet arrêté. Je vous remercie d'abord de votre invitation sur ce plateau. Je tiens également à rendre hommage au personnel soignant et à nos forces de sécurité et de défense qui travaillent sans relâche pour protéger nos concitoyens dans cette période difficile que traverse notre pays. Combattre la pandémie de Covid-19, le gouvernement, sous le leadership du président de la République, a procédé par étapes pour protéger la population. En ce sens, la première étape a été la réponse sanitaire avec le confinement décrété par le président de la République pour contenir la propagation de la pandémie. Ensuite, des mesures ont été prises pour limiter les économiques et sociaux de l'arrêt. C'était un arrêt de l'appareil économique du pays. Parmi les actions, on peut citer la distribution des vivres et le gel des cotisations sociales et fiscales des entreprises. Le ministre du Travail, à l'instar des autres membres du gouvernement et avec le soutien du président de la République, a initié un certain nombre d'actions pour protéger les salariés et les employeurs dans cette période difficile. Il a fallu mettre en place un régime dérogatoire des relations de travail, puisque les relations de travail ont été bouleversées. Avec la signature par le président de la République, par le décret 63, c'était le premier décret qui a été pris le premier jour du confinement. C'était un décret qui régit le marché du travail pendant la période de la pandémie. Donc, dans ces décrets, il était question d'instituer des mesures exceptionnelles, puisque les entreprises vont rencontrer des difficultés. En ce sens, on a mis déjà les mesures exceptionnelles. Parmi ces mesures, il y avait les gestes barrières, parce qu'il était question de protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Donc, il fallait mettre en place des gestes barrières, la distanciation sociale. Ensuite, dans les relations de travail, on a dit qu'il faut que les entreprises accordent des congés. Les travailleurs qui ont des reliquats de congés doivent bénéficier de leurs reliquats. Ensuite, on a
institué le télétravail. Le télétravail, c'est une autre forme d'organisation du travail, mais qui est à distance, où les salariés peuvent travailler de chez lui, tout en utilisant via connexion Internet. Donc, on avait institué ce télétravail et également l'activité partielle, le dispositif d'activité partielle. C'est un dispositif qui a été mis en place justement pour les entreprises qui ont été contraintes soit de réduire leur activité ou qui ont été contraints de fermer temporairement leur entreprise. Donc, suite à cela, on avait mis dans ces décrets qu'on allait faire un arrêté pour justement les accompagner, des mesures d'accompagnement qui vont être mises en place. Donc, il y a l'article 10 qui concerne la compensation pour les salariés. Le salarié d'ailleurs qui va chômer, qui va rester chez lui, comment est-ce que l'entreprise va pouvoir payer son salaire, quelle compensation il aura. Et à l'article 11, c'est par rapport à l'allocation que l'État va verser pour aider les entreprises justement à payer les salaires de leurs salariés. Donc l'arrêté 49 dont je vous parlais tout à l'heure, c'était un arrêté où il fallait instituer cette allocation, quelles sont les conditions d'attribution de l'allocation ainsi que la compensation. Donc on avait mis d'abord que l'État allait prendre en charge 30% du salaire brut du salarié et les 40% restants étaient à la charge de l'employeur. Donc, du coup, le salarié va bénéficier d'une compensation, une indemnité compensatrice de 70% de son salaire. Ce qui fait qu'il va perdre 30% de son salaire. Pourquoi? Parce que les salariés, tout le monde sait que pour avoir un salaire, il faut travailler. Donc, en contrepartie, il fallait remplir un certain nombre d'heures. Donc, avec l'activité partielle, l'entreprise était contrainte de réduire son activité. Donc, il y a beaucoup de salariés sûrement qui sont restés chez eux. Donc, du coup, on a dit que les salariés vont contribuer également dans cette charge. Les entreprises concernées, ce sont les entreprises qui ont plus de 11 salariés. Toutes les entreprises sont concernées. Mais on a dit que les entreprises qui ont plus de 11 salariés, d'abord doivent consulter les délégués du personnel lorsqu'ils mettront en place ces mesures exceptionnelles. Pas pour l'activité partielle, parce que là, l'entreprise a réduit son activité, soit il a fermé temporairement. Mais pour les entreprises qui ont moins de 11 salariés, quand même informer les salariés par tout moyen. Dans cet arrêté également, il est question de mettre en place des mesures d'accompagnement. Donc, un report de cotisations sociales et fiscales jusqu'au 31 juillet 2020. Donc, en plus de l'allocation de l'État, ils vont également bénéficier d'un report des charges fiscales et sociales. Donc, grosso modo, vous dites, Mme Kram, que toutes les entreprises peuvent bénéficier, sauf que pour les entreprises de plus de 11 salariés, il faut un délégué du personnel, alors que les autres, de moins de 11 salariés, ils doivent s'adresser directement. On va y venir à la question après sur comment accéder à ces prestations. Je vais donc donner la parole à M. Mohamed Abdullahi Guedi, qui est le chef de département de la CNSS. Monsieur, comment vous allez opérer sur les salaires qui seront versés aux salariés concernant l'application des régimes fiscaux sur les indemnités versées aux salariés? Nous allons donc nous baser sur les dernières déclarations de l'entreprise. Donc, chaque entreprise, à la fin de chaque mois, avant le 10 du mois suivant, il nous déclare tous ses salariés à la CNSS. Et donc, pour faire ce calcul d'indemnité compensatrice, on va prendre le mois de décembre. On a pris comme référence le mois de décembre. Donc, on va prendre tous les salariés qui ont été déclarés à la CNSS au mois de décembre 2019 et on va appliquer sur le salaire brut de chaque personne déclarée par l'entreprise 30%. Et c'est ces 30% qui va constituer l'aide apportée aux entreprises. De l'autre côté, l'employeur doit également, sur la base de décembre également, calculer 40%.
Et ce sont donc le 30% et le 40% qui vont constituer l'indemnité compensatrice. Voilà. Donc, est-ce que le régime fiscal va s'appliquer aussi sur le Et 70%? également, donc, le régime fiscal et les charges sociales vont donc s'appliquer sur ces nouveaux montants de 70% qui sera donc calculé. D'accord. Ah, très bien. Donc, je vais aussi donner, en attendant, je vais revenir la parole au représentant du secteur privé, Mohamed Gharib. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler maintenant, quand vous êtes dans les bains et que vous les représentez, le secteur privé, quelle est la situation? Est-ce que les reports de prélèvement des impôts sont déjà effectifs? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation et quelles sont vos prévisions pour l'avenir concernant le secteur privé et les entreprises? Tout d'abord, merci Youssouf pour l'invitation. Et j'ai parlé de ce Covid-19 qui est d'abord une crise humanitaire, sanitaire, mais derrière, il y a une crise aussi qui touche économique, qui touche les entreprises. Donc, ce n'est pas seulement pour Djibouti, mais c'est une crise en quelque sorte planétaire. Donc, pourquoi cette crise économique est différente des autres crises? Elle a une particularité, c'est que, par exemple, si je retourne un peu dans l'histoire de l'économie, la crise de 2008, la crise financière de subprimes aux États-Unis, en fait, l'économie mondiale, c'est un train où il y a une locomotive et tous les pays sont interconnectés grâce à l'effet mondial. Donc, si la crise qui touche les États-Unis touche forcément les autres pays. Mais cette crise, elle a une particularité assez différente. Cette crise, elle touche pas seulement, elle n'a pas touché les États-Unis, mais carrément tous les pays de la planète. Donc, c'est une crise vraiment mondialisée. Et la particularité la plus visible, c'est que avant, on avait affaire à une crise qui touche l'offre. Donc, il y avait une manière de répondre à cette crise de l'offre. Et il y a aussi des crises qui touchent la demande au niveau des consommateurs, mais cette crise est très différente. Ce qui touche maintenant la planète, c'est une crise qui touche en même temps l'offre et la demande. Pourquoi l'offre? Parce que vous connaissez, la crise a commencé en Chine. Donc, c'est l'usine de la planète, la Chine. Toutes les productions, toutes les entreprises se fournissent en Chine. Donc, ils ont une chute de l'offre. Donc, chute de l'offre, il faut régler. L'autre côté, 3 milliards de gens sur la planète sont confinés chez eux. 3 milliards. C'est une moitié de l'humanité en quelque sorte. Donc, il y a une crise aussi de la demande. Donc, les entreprises, une entreprise, il faut savoir d'abord comment il fonctionne une entreprise. Il y a des charges, il y a des revenus pour une entreprise. Donc dès qu'on a une crise de l'offre et une crise de la demande, forcément, ça influe sur le revenu des entreprises. Donc, ce qui veut dire que si les charges sont toujours là et que le revenu baisse, donc les entreprises vraiment ont des difficultés. Nous, on discute avec la plupart des entreprises, surtout les petites entreprises. Donc, et l'impact est là. L'impact est là. Mais vraiment, je félicite et c'était remarquable comment la République de Djibouti a pu d'abord s'est concentrée, et c'était normal, à sauver des vies. Il y avait une crise sanitaire. Donc, quoi qu'il en coûte, il faut mettre en avant sauver des vies, ce qui est très important. Mais lorsqu'on éteint le feu, c'est-à-dire lorsqu'on est sur le front pour éteindre cette crise sanitaire, mais après cette crise, on va voir qu'il y aura des dégâts il y aura des séquelles sur le secteur économique. Donc, il y a des petites entreprises qui n'ont pas la capacité de résister. Donc, chaque entreprise, vu que les revenus vont baisser, vont se retourner sur leurs réserves. Et en Afrique, pas seulement à Djibouti, mais en Afrique, on a tendance à compter sur le revenu journalier. Une entreprise qui travaille aujourd'hui, tous les revenus qu'elle va faire, elle compte investir sur demain. Ce n'est pas mensuel même, c'est journalier. Donc, avec cette crise, ça fait 45 jours qu'à Djibouti, la plupart des entreprises sont confinées, sont fermées. Donc, vraiment, c'est une belle initiative. Il y a eu beaucoup de rencontres et cet arrêté du 29 donne d'abord un premier souffle aux entreprises qui va leur permettre d'abord de payer en activité partielle certains employés, pas pratiquement tous les employés. Certaines vont bénéficier des congés. Certaines
travaillent. Il y a des entreprises. En fait, la crise n'a pas touché d'une manière systématique ou générale tous les secteurs. Il y a des secteurs qui en payent le prix fort. Par exemple, si je vous touche un peu le secteur du tourisme. On comptabilise à Djibouti 241 entreprises patentées et légalisées qui sont dans le secteur du tourisme. Tout, je vous dis tout, est fermé. Donc, en fait, les entrepreneurs, cette crise, elle touche doublement. D'abord, les entrepreneurs, c'est des gens qui ont des familles et ils ont des entreprises. Donc, il n'y a pas de revenus et il n'y a pas de rentrées aussi dans la famille. Donc, ça touche vraiment d'une manière double les entreprises. Donc, c'est vrai qu'actuellement, on n'est pas encore sorti de la crise sanitaire. Donc, il y a toujours 403 personnes qui sont sous surveillance. Donc, c'est vrai qu'actuellement, la priorité du gouvernement, d'ailleurs, le gouvernement a très bien réagi dans tous les ministères. Ils ont privilégié la réponse sanitaire. Exactement, c'est normal. C'est normal qu'au premier report, on sauve des vies. Mais il ne faut pas aussi oublier que les séquelles, on peut réduire l'impact économique qu'il va y avoir. Mais on va se rendre compte une fois qu'on va stabiliser et on prie vraiment Dieu pour que cette situation se stabilise. Très bien. Donc, vous appréciez donc l'arrêté qui va permettre aux employeurs, aux salariés de souffler un peu, je veux dire. Mais il faudra penser aussi à l'après-Covid au niveau économique. Donc, je vais tourner maintenant vers M. Charmarki Idriss Ali, qui est directeur général. Tout à l'heure, avec Ikram, j'avais parlé de qui devait bénéficier des termes de l'arrêté. Avec vous, maintenant, je vais vous demander, M. Charmarki, comment votre ministère s'est organisé par rapport aux demandes d'indemnisation, comment les entreprises doivent remplir les formalités pour accéder aux allocations. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je voudrais juste dire, avant de détailler l'organisation structurelle du ministère du Travail, pour dire que vraiment ce décret arrive au bon moment. C'est très important parce que ça donne une lumière pour les entreprises, parce que ça montre l'État régalien qui a sauvé des vies, l'État régalien qui a un paupier au niveau sanitaire, mais un paupier également sur le plan de sauver l'emploi. Voilà, donc maintenant, il faut savoir que ce n'est pas simplement la parole, il y avait l'acte, il y avait un comité au niveau national, un comité d'organisation qui a pu régler. Donc chacun savait ce qu'il allait faire dans cette mission. Qui dit une mission demande une organisation, un schéma organisationnel très clair. Les ministères du Travail, à sa tête notre ministre, nous avons réfléchi ensemble parce que il va sans dire que accueillir 1600 entreprises, c'est énorme. C'est pas une mince affaire. Donc on a mis un comité d'abord qui prépare tout ce travail, un comité d'organisation qui travaille, qui prépare tous ces données au niveau du ministre. Et par la suite, nous avons réfléchi à des comités de task force, 3 task force, comités de travail, une qui sera installée à la CNSS, une autre à l'inspection générale du travail et une autre à l'ANEFIP, donc 3 groupes de travail. Chaque groupe de travail auront comme membres 10 représentants des cadres. Nous avons choisi des cadres pour que, éventuellement, considérer les demandes d'indemnisation qui seront déposées dans ces lieux. Et nous aurons, si vous avez dit tout à l'heure dans votre introduction, c'est un arrêté qui va être mis en œuvre. Non seulement le ministère du Travail est impliqué, mais également le budget, le ministère du Budget, qui fait énormément de travail, est impliqué avec nous. Donc il y aura un représentant du budget dans chaque site pour conseiller les coordonnateurs, les task force, pour aider et pour un peu donner son expérience là-dessus. Maintenant, ça c'est la partie organisationnelle. Nous avons au-dessus de task force un superviseur général avec un secrétariat permanent. Donc, je fais partie du secrétaire permanent, le DG de l'ANEFIP, mais également il y a d'autres directeurs. Il y aura à ce niveau supérieur également, il y a un membre du budget qui va nous accompagner pour vérifier s'il y a des erreurs. Et tout ça.
Donc, le ministre prendra la décision finale et transmettra le dossier à la fin. Mais maintenant, pour être clair, il y a la partie information et communication, c'est très important. Les gens se posent des questions. Nous avons un site. Nous avons mis d'abord le décret, l'arrêté, qui est sorti le 29 avril. Il y a un circulaire qui a été rapidement mis pour éclairer encore plus le travail que nous menons. Un circulaire clair où vont déposer maintenant, parce qu'à 1600 qui vont venir, on a essayé de repartir par secteur d'activité. Par exemple, pour vous donner un exemple, au niveau de la CNSS, nous avons dit, le secteur le plus important, 04, numéro 4, activités de service. Les activités de transport et du tourisme, les activités de production déposeront leurs demandes, retireront les formulaires. D'abord, il y a un formulaire que nous avons préparé, ils vont le retirer et ils vont déposer leurs demandes. Donc, leur demande, il y a un comité d'accueil, 3-4 personnes qui reçoivent les demandes et regardent si toutes les conditions sont remplies. Si toutes les conditions ne sont pas remplies, on ne peut pas le récupérer. Bon, ils ont demandé. Au niveau de l'inspection générale du travail, nous aurons le secteur 6, le secteur 3, ils connaissent les numéros 1, donc le secteur 2, il s'agit des activités à caractère social et sanitaire, il s'agit des activités commerciales, activités de construction et travaux publics. Ça, c'est au niveau de l'inspection. Ou à l'ANEFIP, donc dirigé par ma collègue Ikram, ce sera les activités à caractère éducatif et culturel, les activités à caractère administration internationale, domestique et travail indépendant. Donc, on a reparti les sites. La structure est là. Maintenant, c'est vrai, il y aura des gens qui voudront frauder. Il y aura des gens, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'aider. La priorité du ministre et globalement le gouvernement, c'est d'apporter une réponse mesurée, adaptée et réfléchie. C'est ça que nous menons. Il y aura une tournée tous les 2 jours. Nous aurons une réunion du secrétaire permanent avec le coordonnateur sur les lieux pour éventuellement voir des cas. Parce qu'on se pose beaucoup de questions. Il y a quelqu'un qui a été créé, par exemple, donc avant la loi. Comment on va faire? Il y a des questions pertinentes. Mais la loi est explicite dans elle ce est claire, l'arrêté est clair. Toute entreprise qui est créée après le 1er mars, je crois, il ne peut pas bénéficier d'après l'arrêté. D'après l'arrêté, mais il y aura des cas. On sait qu'à Djibouti, on aura des cas. Donc il faudra qu'on puisse discuter là-dessus. Donc un comité est là pour répondre, pour donner une réponse organisationnelle. Donc, vous dites, M. Charmarke, que vous allez améliorer l'accès des entreprises à bénéficier. Mais dans ces cas-là, comme on parle actuellement du télétravail, est-ce que vous allez mettre des sites pour que les entreprises ou bien les représentants des entreprises puissent accéder par Internet à votre réseau, par exemple? Oui, pour faciliter toujours, quand vous parlez de l'aide. Ça, c'était la première chose vraiment qu'on a fait. On a un site web du ministère, www.minetravail.dj, et un Facebook dans lequel, il y a toute une équipe de 3 personnes qui travaillent dessus. Tous ces documents, le circulaire, le formulaire, l'arrêté, même le décret du 23, figurent, si vous regardez à l'intérieur, vous pouvez constater. Sur le site du ministère. Exactement. Donc le site du ministère est actif. On peut même poser des questions. On est capable, il y a des personnes qui sont mobilisées pour ça, qui peuvent également répondre. Il y a même un numéro de téléphone vert qui est installé. Je n'ai pas encore le numéro, il est effectif déjà. Je n'ai pas encore le numéro. Et le QG de ce téléphone est installé à l'inspection. Et il y a une équipe de 2 personnes qui sont en train de se relayer pour répondre aux questions que l'employeur, même les salariés, pourront se poser. Donc, on a essayé l'objectif, c'est quoi? On n'est pas là pour bloquer, mais il faut que les personnes vraiment réellement touchées puissent bénéficier de ces aides, de ces indemnités. C'est ça notre objectif. On n'est pas là pour bloquer cette structure organisationnelle, ce schéma réfléchi, adapté. C'est une réponse organisationnelle que nous voulons apporter. Donc il faut que les employeurs soient rassurés. Cette équipe est là pour aider. D'accord. Très bien. Donc, normalement, dans le programme que j'avais pris hier, j'ai devais donner la parole au directeur de l'ANEFIP, M. Mahmoud. Mais si vous permettez, M. Mahmoud, je vais essayer de faire intervenir le représentant des syndicats pour lui demander justement comment vous appréciez l'arrêté 29 qui a été signé le 29 avril concernant les indemnités pour les salariés. Je vous remercie d'abord, M. Youssouf, de votre invitation sur cette édition spéciale
sur la pandémie du Covid-19. L'arrêté numéro 49 en question, nous, en tant que représentants des travailleurs des nationaux, nous l'accompagnons parce que c'est déjà signé. Et ça d'abord, c'est un décret, c'est un arrêté aussi qui régule sur le marché du travail pour éviter les suspensions du contrat parce qu'il y a une catastrophe sanitaire mondiale qui a touché le monde. Djibouti n'est pas épargné. Donc le président en personne a eu une décision précoce, sage, de décider à signer une première arrêté d'abord, un premier décret numéro 63 sur des mesures exceptionnelles sur cette pandémie de Covid-19. Voilà une deuxième arrêté numéro 49 sur l'octroi d'attribution d'indemnités de compensatrices et l'allocation aux entreprises durant la pandémie du Covid, visant à comporter la peste de rémunération du fait des heures non travaillées. Donc pour nous l'accompagnons. De l'autre côté, cet arrêté 49 a eu d'abord des réunions entre patronat et ministère du Travail. C'est que les représentants des travailleurs n'ont pas été impliqués dans ces réunions. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas de licenciement. Au moins, c'est une fierté. Il n'y a pas de porte d'emploi. Mais aussi, ce décret, cet arrêté, en fait, stipule que le travailleur en chômage partiel doit bénéficier de 70% de la rémunération brute. C'est-à-dire 30% financé par l'État et 40% par l'employeur. Bon. C'est déjà un palier. Parce que notre souci, c'était l'entreprise en cessation d'activité partielle, le travailleur en chômage partiel. Donc nous, on se demandait que durant ces 2 mois de confinement, ce travailleur, est-ce qu'il aurait dû gagner des salaires ou pas? Déjà, 70%, c'est une fierté. L'État a fait un sacrifice, moi j'ai dit, parce que l'État même a des impacts. Parce que cette pandémie a aussi un impact économique sur l'économie djiboutienne. C'est vrai qu'on a fait une croissance avant Covid de 8 et quelques, 8,2. Mais avec 2 mois de confinement, l'impact n'est pas facile. Donc il y aura des conséquences aussi financières et économiques au niveau de l'État. Mais nous, ce qu'on préconisait, sur le mois béni de Ramadan, vous savez, le ménage djiboutien, un salaire djiboutien fait nourrir de 3 ou 4 foyers. Nous, ce qu'on pourrait formuler, de préconiser toujours les 100% de rémunération brute pour le travailleur au chômage partiel. Parce qu'il y a aussi bientôt la rupture du mois de Ramadan par la fête de l'Aïd. C'est le mois de dépenses. Donc, perdre 30%, il faut un élan de participation pour cette crise sanitaire de pandémie de Covid-19. Nous l'acceptons, mais nous pouvons demander de l'autre côté de voir une alternative d'allègement. De toute façon, on va y revenir au niveau des recommandations. Voilà. Pourquoi ne pas aller plus? Donc, vous dites que même si on n'a pas été consulté, nous accueillons favorablement cet arrêté qui permet de sauver beaucoup d'emplois en République des Djibouti, il y a surtout un licenciement dans le secteur travailleurs djiboutiens dans le secteur. Très bien, je vais revenir à vous. Maintenant, je vais passer, excusez-moi pour le petit retard, M. Mohamed Omar Guelleh, qui est le directeur général de la NEFIB. Vous, donc, ce sera une question plus générale avec la pandémie. C'est sûr que les emplois seront très, très impactés, même durant ou après la pandémie. Aujourd'hui, M. Mahmoud, quelle est votre vision globale lors de la pandémie, bien sûr, et même après la sortie du confinement? Merci. Bonsoir, M. Youssouf. La pandémie, le premier cas a été déclaré en République de Djibouti le 23 mars 2020 et l'État a réagi très rapidement pour faire ces décrets dont on parle sur ce plateau. Ensuite, il y a l'arrêté qui est sorti le 29 avril et pour nous, ces deux textes, l'arrêté et le décret, étaient très importants. En tant que directeur général de la NEFIB, beaucoup de
des jeunes diplômés recherche de l'emploi et sont sur le marché du travail. Oui. On a des programmes, on les aide pour qu'ils puissent avoir des insertions, qu'on puisse les insérer tant qu'on peut. On a des formations aussi, mais si on parle du Covid-19, selon le BIT, le Bureau international du travail, 25 millions d'emplois pourraient être perdus dans le monde à cause du Covid-19. Ces 25 millions, Djibouti fait partie, même si c'est très minime par rapport à d'autres pays qui sont très 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 grands, comme les États-Unis avec 300 millions et plus d'habitants et l'Europe tout entière. Donc on sera impacté, ça c'est clair. Cette pandémie qui a une répercussion sanitaire aura une répercussion économique et qui se traduit par une répercussion sur les emplois. Actuellement, l'arrêté et le décret visent à surtout préserver les emplois. Donc si 70% a été accepté pour la rémunération, le salaire pour le mois de mai, qui sera payable au mois de juin. Si je peux revenir sur la question de pourquoi les 70%. Donc il y avait une situation qui se présentait très dure. Le premier mois, au mois d'avril, le texte disait le décret confinement, mesures exceptionnelles. Ensuite, 3 types de mesures où on peut utiliser pour faire travailler les salariés: télétravail, congé et activité partielle. Le mois d'avril, et il faut, dans ce cadre-là, le décret prévoyait que tout le monde soit payé. À la manière où on utilise congé ou activité partielle ou télétravail, de toute façon, tout le monde doit être payé. Ensuite, la question s'est posée pour les entreprises et l'inquiétude, je comprends, de notre ami qui est sur le plateau. Qu'est-ce qui se passera après, le mois d'après? Donc le mois d'après, l'arrêté est sorti et l'arrêté prévoit 70%, donc 40% pour les employeurs et 30% pour l'État. Donc si je peux répondre à la question, pour nous c'est très important. En effet, on est très contents parce que beaucoup d'entreprises allaient mettre la clé sur la porte au mois de mai même. Parce que quand il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de salaire. Et on ne peut pas payer. C'est très clair. Il n'y a pas que le salaire. Il y a l'électricité à payer, il y a l'eau à payer, il y a les autres cotisations salariales, cotisations ITS. Tout ça attend les entreprises. Mais nous, moi personnellement, en tant que directeur général, ce qui m'intéresse, c'est la préservation de l'emploi. Et cet arrêté-là, je suis vraiment content et remercie le président de la République d'avoir réagi très rapidement. Et donc, les 70%, l'État a payé 30%, 40% l'employeur. Et c'est bien normal que les salariés perdent 30%. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation exceptionnelle. Tout le monde n'attendait pas ce problème-là. L'État n'attendait pas, n'avait pas prévu. Et vous savez, en comptabilité, on dit dans une entreprise, lorsque une dépense est effective et qu'on sait qu'elle ne se passera pas aujourd'hui, mais qu'elle se passera à N+1, c'est-à-dire l'année prochaine, on la provisionne en comptabilité. C'est-à-dire on met de l'argent de côté pour faire face. L'État n'avait pas prévu cette pandémie et on n'a rien mis de côté. Et de cette manière-là, les employeurs, la même chose, n'avaient rien mis de ce côté-là, n'ont pas provisionné. C'est des très bons comptables. Et quand ils prennent ça, si ça s'est annoncé en 2018 pour dire qu'il y a quelque chose qui arrivera, ils allaient provisionner des montants astronomiques. Rien n'a été provisionné. Et en ce sens, tout le monde subit. L'État subit, l'employeur subit, le salarié subit. Et donc le 30% que le salarié perd, c'est une façon de rester sur le marché de l'emploi et en même temps avoir un petit salaire, pas un salaire, mais plus que la moyenne, qui lui permettra, parce qu'on est dans une situation exceptionnelle et on passera à cette situation. Donc pour nous, lorsque l'employeur accepte, on est vraiment content et on remercie. Et comme on est l'année FIP et qu'on a beaucoup de contacts avec d'autres entrepreneurs et d'autres établissements et entreprises, beaucoup, lorsqu'on s'est appelé au téléphone, étaient vraiment contents. Et moi, personnellement, j'ai appelé certains pour savoir leur impression et ça me rassurait parce que si ce monsieur-là met la clé sur la porte,
il y aura une dizaine ou une vingtaine ou plus, même une centaine de personnes qui se présenteront encore à l'ANEFIP. Et c'était une manière de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc c'est très important et donc on est dans une situation exceptionnelle. Tout le monde doit accepter, le salarié doit accepter, l'employeur doit accepter, parce que s'il y a des chômeurs, ce chômeur-là, économiquement, il n'achètera rien du tout. C'est pour ça qu'il disait la demande ne sera pas là. Et l'entreprise, même si elle a les produits, l'offre ne se présentera pas parce que l'offre est nulle, parce qu'il n'y a personne qui achète. Donc, maintenir quelques salaires pour que l'activité marche, c'est très important. Et cette situation, de toute façon, Inch'Allah, on la quittera. Et donc, ces 3 mois ou ces 4 mois qu'on est dedans, il faut que tout le monde accepte. Il faut que la population accepte que 70% des salaires, c'est quelque chose de très important. Et avoir quelque chose et ne rien avoir, c'est des choses différentes. Donc, voilà. Et pour nous, en tant que ministère du Travail, on a prévu déjà, au niveau de notre ministère, on a depuis le premier cas qui a été confirmé, on a eu des réunions. On a toujours des réunions et chaque matin, donc on a déjà à travailler. Il y a le travail que Charles qui a expliqué. Il y a tout ce qui a été préparé au niveau des taxes juridiques sous le département de Ikram qui a été expliqué. Moi, personnellement, en tant que directeur général, on m'a demandé de déjà se préparer pour le Covid-19. L'après-Covid. La CNSS, c'est la même chose, ils travaillent d'une façon acharnée. C'est eux qu'on retrouve chez eux, tous les salariés qui sont déclarés, c'est eux qui nous donnent le calcul, de leur côté, ils font leur travail. Et au niveau du ministère et du cabinet du ministre, le ministre a déjà commencé avec ses collaborateurs, et y compris nous qui l'appuyons, à faire des études. Le première étude était de voir d'abord, lorsqu'on a dit des secteurs ont été fermés, comme le secteur du transport et le secteur du tourisme et tout, voir réellement s'ils étaient fermés ou pas. La réalité était qu'ils étaient fermés. D'autres, pour voir comment ça se passe. C'est l'employeur, comment il travaille, comme par exemple les assurances, les pharmacies. Même s'ils étaient ouverts, quand on leur a dit d'ouvrir, ils étaient obligés de travailler en shift. Mais tout le monde travaillait pour eux. Tout le monde travaillait, donc la mesure ne les concerne pas. Donc on voulait voir ça, on a vérifié, tout était bon à peu près. Est-ce que les gens respectaient le décret que le président avait mis en place, mettre en congé les gens, leur congé? Est-ce qu'on mettait au télétravail? Tout ça a été respecté. Maintenant, on est à la phase, au niveau du ministère et au niveau de nos équipes, de faire une étude plus élaborée, plus poussée pour voir l'impact du Covid sur l'emploi. Et cette étude, elle est en cours. Et cette étude portera sur le secteur formel et également sur le secteur informel, en s'appuyant sur la DISET, sur l'ancienne appellation DISET qui est actuellement INSD, Institut national des statistiques de Djibouti, Chambre de commerce, tous nos partenaires. Voilà, il y a cette étude. Cette étude se passera dès qu'elle se terminera. Moi, j'en bénéficierai pour voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'emploi. Et ensuite, ici, je voudrais vous expliquer que chez nous aussi à l'ANEFIP, les chômeurs Covid, qu'on les appellera plus tard, ce seront eux qui seront prioritaires. Parce que c'est quelqu'un qui avait une famille, quelqu'un qui avait travaillé, par exemple, pendant 5 ans. Quelqu'un qui a eu un salaire toujours et qui a eu un handicap, pas un handicap physique comme on dit toujours, mais qui a eu un problème pas ponctuel, mais qui s'est passé à un moment donné de sa vie. Donc eux, vraiment, il faut qu'on les aide à l'ANEFIP. Il faut qu'ils soient des chômeurs Covid et qu'on puisse leur trouver des programmes. On a des programmes déjà élaborés, comme des programmes déjà qui étaient avant le Covid qu'on avait mis en place, qui consistaient à mettre en stage des jeunes djiboutiens diplômés, certains avec des diplômes techniques, comme mécanique, au niveau de nos établissements de formation qui ont déjà leur diplôme, d'autres qui ont des diplômes généralistes ou un peu plus pointus, en licence droit, économie. On les sélectionnait et on les mettait en entreprise pendant 5 mois. Et pendant ces 5 mois-là, on leur donnait une gratification qui pouvait aller à hauteur de 50 000, 250 € à peu près, et une couverture sociale qui nous a été gracieusement offerte avec un petit montant par la CNSS. Parce que lorsque le jeune travaille, s'il lui arrive une action de travail au milieu du travail, il faut le protéger. Donc on a déjà ce programme-là. 150 personnes ont bénéficié. Maintenant, on devra doubler ce programme-là. Sur
et chercher des bailleurs pour qu'ils puissent financer. Et ici, car le chômage est quelque chose d'inclusif. Il concerne tous les établissements, tous les ministères, le ministère de la Solidarité, le ministère de la Femme, le ministère du Budget. Il concerne tous les ministères et nous travaillons, le ministre travaille avec tous les ministères pour que après le Covid, on soit prêt avec les autres ministères, les appuis qu'ils peuvent nous faire. Certains qui ont des financements, comme le ministère des Finances, qui peut débloquer des montants pour qu'on puisse gérer ces genres de situations. Parce que lorsqu'il y aura des chômeurs, il faut préparer quelque chose pour eux. On va également faire des formations, peut-être des formations d'adaptation. Quelqu'un, si on prend un exemple simple, qui était électricien dans une société, ou bien qui était, si je prends un autre exemple, qui faisait la climatisation normale, froid, cette personne-là, par exemple, on a dans notre projet d'insertion professionnelle de 150 personnes, on avait une partie qui concernait tout ce qui est technicité. Donc cette personne-là, on pourra le mettre dans ce programme-là et le former à autre chose, comme la climatisation centralisée, et le mettre dans une entreprise qui utilise cette climatisation centralisée et sera formé dedans. C'est une autre méthode de remettre la personne dans le bain. Et on suivra les entreprises qui ont, à cause du Covid, eu ce problème-là et qui ont réduit leurs effectifs. On suivra ces entreprises-là. Et lorsque leur activité va augmenter, on leur représentera peut-être les personnes qui ont travaillé avec eux ou d'autres personnes pour qu'ils reprennent. De toute façon, l'activité reprendra. Mais il faut être patient et il faut accepter. Parce qu'il y a des moments comme ça pour nous, pour les chômeurs, pour tout le monde. Et donc, je suis vraiment confiant que notre pays se relèvera et passera ce problème. Très bien. Donc, il y a une réalité que vous venez d'affirmer, M. Mahmoud, c'est qu'on aura des chômeurs, mais nous nous préparons pour surmonter cela, c'est ce que vous êtes en train de dire. Je vais poser une autre question à Mme Ikram concernant qui doit bénéficier de ces indemnités, de ces allocations. On venait de dire sur le plateau qu'il y a certaines entreprises qui sont beaucoup plus impactées que d'autres. Est-ce que le même régime va s'appliquer à toutes les entreprises? Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord répondre à monsieur le syndicat, le responsable syndicat, que tout à l'heure il avait dit que les partenaires, les syndicats n'ont pas été consultés dans cette démarche. Je pense qu'il y avait une urgence, certes. Il y avait également une logique de riposte contre la pandémie, mais il n'empêche qu'il y a une commission qui a été mise en place, le comité de pilotage Covid-19, où il y avait l'économie, le finance et la solidarité qui a été mise en place, qui ont également entrepris une série de consultations avec les partenaires sociaux. Lorsque je dis partenaires sociaux, c'est les patronats et les syndicats. Je pense que les syndicats ont été représentés justement pour évaluer l'impact du Covid. Mais si je reviens à votre question, c'est par rapport à qui va bénéficier et Est-ce que toutes les entreprises qui sont impactées plus fort ou bien moins fort, parce qu'il y a certains secteurs qui ont complètement fermé, comme on était en train de le dire maintenant, tel que... Il y a beaucoup de secteurs. Il y a les secteurs comme le tourisme, dont parlait monsieur le représentant du patronat. Le tourisme, l'hôtellerie et le transport. Ils sont complètement fermés. Le transport et bâtiments, travaux publics, ce sont les secteurs les plus touchés, qui ont durement été affectés. Donc oui, ils vont bénéficier, mais toutes les entreprises, je disais tout à l'heure que toutes les entreprises bénéficiaient de cette allocation de l'État. Et comment ils vont bénéficier? Donc, pour bénéficier de cette allocation de l'État, les entreprises doivent remplir un certain nombre de conditions. Parmi les conditions, ils doivent déposer une déclaration sur l'honneur. On ne va pas les contrôler, ni vérifier derrière. Mais quand même, il faut que les entreprises, le patron, le chef d'entreprise, nous signe une déclaration sur l'honneur qui confirme en fait si l'entreprise a été mise en activité partielle. C'est réellement il a été impacté et par comment il a été impacté par le Covid-19. Ensuite,
ils doivent également, comme je disais, pour recevoir l'indemnisation de l'État, il faut également qu'il motive sa décision, sa demande d'indemnisation. Ils doivent Ensuite, il doit nous faire une estimation de son en cette période, l'année dernière, à la même période, combien de chiffres d'affaires est-ce que son chiffre d'affaires a baissé par rapport à l'année dernière. Ensuite, il va nous déposer la liste des salariés, pas les salariés en télétravail, mais les salariés qui ont été en activité partielle, qui ont chômé, qui n'ont pas travaillé. Les salariés en télétravail, pour nous, c'est des salariés comme un autre salarié à temps plein. Il a le même droit qu'un salarié à temps plein, il doit recevoir le plein salaire, 100%. Ensuite, il doit également nous faire parvenir les fiches de paie de ces salariés, seulement ceux qui sont concernés par l'activité partielle. Ensuite, il y a un formulaire, comme je disais tout à l'heure, un formulaire qui est téléchargeable sur le site du ministère. Ils doivent également joindre toutes les pièces exigées. Voilà, c'est grosso modo tout ce que je peux dire. Et très bien, donc, merci pour ces précisions. Donc, moi aussi, il y a quelque chose que personnellement, je n'ai pas encore très bien saisi. Quand on parle de l'indemnité compensatrice, ça c'est destiné directement aux salariés, mais quand on parle de l'allocation, c'est pour les entrepreneurs. Quelle est la différence? Oui, l'allocation, c'est l'État qui va verser une allocation aux entreprises pour qu'ils puissent payer les salariés. Donc c'est les 40% restants qu'ils vont payer. Et en plus des 40%, lui, il va payer 40%. L'indemnité compensatrice de 70%, c'est pour les salariés. Avant, les salariés prenaient un salaire de 100%. 100%, voilà. Maintenant, comme l'entreprise a des difficultés à payer les salaires, parce qu'il est en activité partielle, parce qu'il a été contraint de réduire son activité, donc l'entreprise doit au moins payer 70% de son salaire brut antérieur. Ce qui fait que sur les 70% des salaires, 30% sera pris en charge par l'État. Et les 40% restants, c'est l'employeur. Ce qui fait que le salarié va bénéficier 70% de son salaire brut. Oui, donc vous voulez amener des précisions? Parce que même pour moi encore, c'est confus. On parle d'allocation pour les salariés, et, une compensation pour les salariés et une allocation pour les entreprises. Pour les entreprises, voilà. Pour les entreprises. La compensation pour les salariés, je pense que c'est les 70%. Et l'allocation, il y a un article, l'article numéro 12, qui spécifie les cotisations sociales et les impôts qui vont être retardés jusqu'au 31 juillet, 3 mois 2020. Donc c'est ça, l'allocation pour les entreprises. L'État leur accorde, elle ne leur donne pas financièrement de l'argent, quelque chose, mais elle leur retarde. Ça leur permet d'essouffler et de plus tard à payer leurs cotisations 3 mois après. Donc l'appui que l'État apporte pour les entreprises, c'est cette compensation cette allocation de retard des paiements de charges de l'entreprise sociale. Voilà. Oui, du moment qu'on parle des entreprises, peut-être aussi nous allons essayer de savoir, rien que pour le public ou bien pour nos informations personnelles, combien d'entreprises sont concernées par cet arrêté. En tout cas, je crois que les chiffres varient. Au niveau des employeurs, il y a certains chiffres, mais il y a la CNSS aussi qui fait un autre calcul, je crois. En fait, cet arrêté touche l'ensemble des entreprises. C'est-à-dire combien d'entreprises à peu près au niveau judiciaire? C'est l'ensemble des entreprises qui ont des salariés. C'est-à-dire combien d'entreprises? Selon les chiffres qu'on a. Une estimation, par exemple. Selon les chiffres qu'on a actuellement de la Chambre de commerce, c'est 4437 entreprises qui vont bénéficier de cet arrêté. En termes d'indemnité de compensatrice aux salariés, mais aussi allocation aux entreprises. Donc, il y a eu des débats, des rencontres avec les comités de pilotage et le patronat.
sur plusieurs propositions qui ont été faites. Donc, aujourd'hui, une entreprise, elle a des revenus et des charges. Donc, c'est vrai que la priorité première, c'est de sauver tous les emplois. C'est ça vraiment l'idéal. C'est d'avoir les mêmes entreprises en activité avant Covid, après Covid. Ça, c'est l'équation que tout le monde est en train de travailler pour. Voilà, c'est ça la priorité. Mais il y a une autre réalité aussi, c'est que les entreprises, elles payent pas seulement des salaires, mais elles payent beaucoup de charges, qui sont, par exemple, les charges fixes. Si on parle actuellement à l'état actuel, les charges fixes n'ont pas bougé. C'est-à-dire, je peux même dire que les charges fixes ont innové. C'est-à-dire, on paye l'électricité, mais aujourd'hui, on va payer sur Internet. Donc, il y a les charges fixes, il y a l'ONEAD, il y a Djibouti Télécom, il y a l'EDD. Il y a aussi, surtout, je parle en tant que président du club des jeunes entrepreneurs, les petites entreprises, il y a les charges fixes. Le plus important, c'est les loyers. Donc, les loyers, il est toujours à payer. Donc, les charges fixes sont là. Il y a aussi les charges sociales et fiscales, avec cet arrêté qui va vraiment donner un petit souffle. Ça n'a été pas annulé, ni exonéré, mais retardé. Donc, moi, personnellement, si on me demande mon avis, c'est une bombe à retardement. Donc, c'est-à-dire, dans 3 mois, ça va donner un petit souffle, mais elles sont toujours là. Et pourtant, lorsqu'on va sortir de ce Covid, ce n'est pas en 3 mois que la situation des entreprises va se régulariser. On est toujours dans le Covid. Donc, ça peut encore, personne sur ce plateau, ou même dehors, peut dire ça va finir tel jour. On ne connaît pas. Mais le 31 juillet, on ne sait pas la situation. Si on sera capable aujourd'hui de payer ces reports de charges fiscales et sociales. Il y a aussi d'autres charges. Il n'y a pas que ces deux types de charges. Il y a les dettes envers les banques. Donc, normalement, lorsqu'il y a une crise, les banques représentent la courroie de distribution de toute l'économie. Donc, il y a des mesures d'accompagnement qui devraient venir au niveau des banques. Il y a eu des rencontres avec les différentes banques. Les banques devraient, c'est vrai que les banques, ce sont des entreprises aussi qui sont impactées par la crise. Mais au moment où il y a une crise, les banques donnent des prêts. Des prêts à taux bas ou à taux zéro avec un retardement de remboursement. Donc aujourd'hui, avec ces premiers arrêtés, on ne voit aucun article qui parle des banques, mais on a un bon espoir que d'autres dispositions vont être prises pour vraiment soutenir les entreprises à garder les emplois, pas maintenant seulement, mais après Covid. Par exemple, ces allocations, ces indemnités au salaire vont vraiment donner un souffle. Période Covid, mais une fois que la période Covid finit, ça revient aux employeurs de payer le 100% des salaires. Donc, pour l'instant, c'est vraiment une bonne initiative que le chef de l'État a vraiment pris, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Mais après Covid, le secteur privé va vraiment voir la réalité de la charge de payer les salaires, de payer toutes les charges. Donc, les banques doivent mettre vraiment la main dans la poche pour aider. Peut-être, il peut y avoir des dispositions qui peuvent aider. Aujourd'hui, c'est le flux des trésoreries qui est important. Les entreprises n'ont pas des cash et toutes les charges sont là. Donc, vraiment, pour les aider, les entreprises, il y a plusieurs propositions qu'on avait faites. Par exemple, un déblocage des créances des administrations au secteur privé. Il peut y avoir une création d'un fonds de soutien des financements aux PME qui sont les plus touchés aujourd'hui. Il peut y avoir un rééchelonnement des dettes auprès des banques avec un remboursement retardé, un maximum 90 jours. Il peut y avoir des prêts pour... ce qui m'inquiète aussi, il y a un autre point qui est très important, c'est les entrepreneurs indépendants. C'est vrai que le ministère du Travail travaille beaucoup sur les emplois, les employés, mais aussi, de l'autre côté, il y a des entrepreneurs indépendants. On va dire les fonctions libérales. Qui sont dans l'informel. En fait, si on parle d'une statistique très, très frappante, 90% des emplois en Afrique est créé par le secteur informel. C'est informel. Donc le secteur informel représente un poids assez conséquent que les dispositions qui sont prises
dans cet arrêté ne sont pas inclus. Donc, il y a beaucoup des entrepreneurs qui vivent aujourd'hui à créer leur entreprise, à gérer leur entreprise dans l'informel. En fait, l'entrepreneuriat, si je parle d'une manière très réaliste, l'entrepreneuriat, lorsqu'on démarre en tant que jeune, il y a une période où on est dans l'informel. C'est au moment où on cherche à vraiment stabiliser un peu. C'est instinctif humainement en tant qu'entrepreneur. Au début, on cherche à vraiment faire réussir son entreprise et puis après, on passe au formel. Donc, toutes les jeunes entrepreneurs ou entreprises sont aujourd'hui dans une situation où ils sont impactés par ces chocs économiques. Est-ce qu'on peut avoir une estimation des chiffres de salariés dans le secteur que vous avez... Informel Non, dans le secteur structurant, par exemple, avec les 4000 entreprises, combien d'employés estimatifs? Oui, les estimations, c'est 67 000 personnes employées par les secteurs privés. Donc reconnues au niveau de la Chambre de commerce. Exactement. Mais après, ça reste à voir la date de ces statistiques. Mais aussi, on a un chiffre de 84 000 emplois créés dans le secteur informel. C'est approximatif. Ça représente 151 000 en tout qui sont employés par le secteur privé. Oui. Peut-être que, bon, je ne suis pas là pour répondre aux préoccupations de monsieur le représentant des employeurs. Déjà, l'État a fait le premier pas. Peut-être après dans le travail. Et vous, monsieur Mohamed Abdullahi Guedi, à votre niveau, quels sont les chiffres réels des entreprises et des salariés? Après, je vais donner la parole aux autres responsables pour réagir aux représentants de l'employeur. Merci, monsieur le journaliste. Moi, je restais perplexe aux chiffres que monsieur l'employeur, le représentant de l'employeur vient de nous donner. Vous savez que la CNSS, c'est une grande institution qui joue bien son rôle de garant de la paix sociale. Donc, nous, la CNSS, nous gérons, par exemple, juste pour parler du côté pension, il y a plus de 12 000 personnes qui ont une pension de retraite à la CNSS. 12 000 personnes. Comment sont constituées les ressources de ces personnes-là? Qui les financent? Ce n'est que les cotisations qui les financent. Les cotisations que les employeurs payent chaque mois. Donc, mis à part le personnel de l'administration centrale, moi j'ai ici, par exemple, 41 000 salariés qui payent. Tous les secteurs compris. Confondus, privé et public. Voilà. Donc, si je confronte un peu les données qui sont données ici, monsieur le représentant de l'employeur nous dit qu'il y a 4 437 employeurs qui sont actifs, reconnus et qui emploient plus de 67 000 salariés. Moi, si j'essaye de comparer, alors dans le secteur privé, il n'y a que 2 500 à 3 000 employeurs qui nous payent chaque mois une cotisation. Une cotisation régulièrement. Voilà, 2 500 à 3 000 employeurs. Si j'essaye d'aller plus bas, ce n'est que 1 600 employeurs qui sont du secteur privé. Qui sont réguliers et qui payent la CNSS. Voilà. Donc, vous voyez l'intérêt, alors que la CNSS, les charges sociales, ce sont des obligations. C'est une obligation. Et cette obligation, au même titre que la fiscalité, mais c'est une obligation qui a une contrepartie systématique, la CNSS. Nous payons la pension de retraite. Nous payons les assurances contre les accidents de travail. Nous payons les allocations familiales. Et il y a les soins, les congés de maternité. Donc ici, je pense qu'on va faire avec la Chambre de commerce et les confédérations des entreprises qui vont nous aider. On va devoir travailler main dans la main. Mais là, il y a vraiment une urgence. En tout cas... Donc il faudrait que les employeurs, j'exhorte ici sur le plateau aujourd'hui, les employeurs à venir déclarer leurs salariés, à se régulariser. Ils sont dans le secteur formel, ils emploient 67 000 salariés
et il ne vient pas à la CNSS pour contribuer donc à l'essor. Parce que, voilà, c'est important parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a retenu, c'est que ce n'est que les entreprises qui déclarent régulièrement la CNSS, répertoriées et qui sont réguliers dans leur paiement, qui vont devoir bénéficier de ces aides-là. Très bien. Donc, on ne va pas en faire un débat parce que ce n'était pas notre sujet. Mais M. Mohamed Abdullahi Guedi, vous avez eu une très bonne information qu'à l'avenir, vous pourrez certainement exploiter. Mais je vais donner la parole surtout sur les préoccupations des représentants des employeurs, si les responsables les hauts responsables du ministère du Travail ont une réponse à lui donner. Vas-y. Donc, il y avait 2 points que j'ai retenus. Donc, les charges sociales qui sont reportées dans ce présent arrêté jusqu'au mois de juillet. Donc, c'est 3 mois. Notre ami disait que ce sera pour les entreprises un bon mois retardement plus tard. De toute façon, ce n'est pas annulé, mais elle le paiera. Je ne pense pas de cette manière. Je pense que dans les entreprises, lorsque une entreprise donnée doit payer une dette envers un fournisseur, le fournisseur lui accorde des fois 60 jours. Pourquoi? Parce que il attend une rentrée d'argent pour payer. Il a le produit chez lui, mais il ne l'a pas encore payé. Il paiera dans 60 jours. Et ces 60 jours, c'est une manière de lui permettre d'avoir une rentrée d'argent. C'est vrai, on est dans une période de confinement. Pourquoi on a repoussé jusqu'au mois de juillet? Il est possible que d'ici un mois, le Covid-19 se passe très bien et qu'on arrive à un déconfinement. On ne sait pas. Il est possible. Donc pourquoi jusqu'au 31 juillet, donc on laisse, de cette manière où j'ai expliqué, entre clients et fournisseurs, on laisse du temps pour que l'entrepreneur puisse faire entrer de l'argent. Peut-être s'il travaille un mois et qu'on arrive à déconfiner et qu'au 1er juillet jusqu'au fin juillet, il arrive à un mois à travailler, il pourra payer ses cotisations qui ont été retardées. Et je pense qu'on a très bien réagi en tant qu'État à mettre 3 mois. Bien sûr, comme il disait, si la pandémie continue encore, forcément d'autres textes sortiront pour allonger. C'est un autre problème. Mais là, actuellement, je pense que l'initiative qui a été prise de 90 jours, en table surtout, à ce qu'on soit déconfiné et qu'ils aient un moment pour qu'ils puissent avoir une bouffée d'oxygène et qu'ils puissent avoir une trésorerie. Ne serait-ce que même qu'un mois pour qu'ils puissent arriver à honorer et à payer ces charges sociales. Il parlait également, mon collègue, du secteur informel, les entrepreneurs indépendants. Un entrepreneur indépendant comme un avocat, par exemple, qui a 2 secrétaires ou 3 secrétaires, qui est déclaré au niveau de la CNSS, comme Mohamed disait, de la CNSS. Et là, vous avez compris qu'il y a certains entrepreneurs qui trichent. Ces entrepreneurs qui ne trichent pas, ils ne bénéficieront pas parce qu'ils ne se sont pas déclarés au niveau de la CNSS. Donc, un indépendant, avocat, qui est déclaré au niveau de la CNSS, qui a 2 secrétaires qui avaient été touchés par la pandémie, les effets de la pandémie, et que ces 2 secrétaires étaient confinés chez eux et qu'ils avaient leur congé et qu'ils avaient payé le mois d'avril le salaire à 100%. Le mois de mai, comme il est déclaré, il amène les documents nécessaires, expliqués ici, il remplit et il bénéficiera. Par contre, la personne qui n'a pas déclaré, elle ne peut pas parce qu'on ne sait pas, c'est de l'informel. Et pour ce qui est le texte qui a été établi et qui visait ces gens surtout indépendants, les indépendants sont dedans dans notre arrêté et ils seront indemnisés à condition qu'ils soient formels et qu'ils soient déclarés au niveau de la CNSS, bien sûr. Maintenant, s'ils étaient dans l'informel, le texte qui a été préparé est un texte d'État et qui doit s'adresser, qui doit contenir des mesures et des alinéas et articles formels et qui s'adressent à des gens qui sont formels. Donc forcément, on ne peut pas parler d'informel dans un décret ou dans un arrêté d'État. Donc, mais toutefois, il y a le ministère de la Solidarité qui s'occupe de tout ce qui est informel, c'est-à-dire une petite entreprise qui travaille au jour le jour et les rentrées
elle le réutilisait le jour même pour le revendre le lendemain. C'est le secrétariat d'État qui a été chargé de s'occuper de ce genre de personnes. Et pour ce qui est les journaliers qui venaient travailler avec 2000 francs, qui gagnaient 2000 francs, qui retournaient chez lui pour nourrir sa famille, secrétariat d'État qui s'en chargera. Et forcément, nous, en tant que ministère du Travail, nous ne pouvons que donner une compensation lorsqu'on parle d'un État aux entreprises formelles. Lorsqu'il y a de l'informel, en Afrique, il y aura forcément de l'informel. Donc, lorsqu'on parle de l'informel, il y a un ministère de solidarité que le gouvernement ou le président a créé et que ce ministère s'occupera de tout ce qui sort, à peu près, si on peut dire, entre guillemets, de la légalité. Et voilà, c'est la réponse qu'on peut donner. Voilà, très bien. Donc, je crois que les syndicats aussi voulaient réagir, mais il y a une information qu'on peut déjà affirmer tout de suite. Déjà, l'État, avant les 3 mois, il y a eu une première réponse pour une réponse aux salariés au secteur privé. Peut-être aussi dans 3 mois aussi, peut-être qu'il y aura une autre formule de réponse pour ne pas perdre. Parce que l'objectif principal de s'arrêter, c'est de ne pas perdre les emplois. Dans 3 mois aussi, si la question se pose, peut-être qu'il y aura un autre arrêté ou bien une autre initiative. Oui, donc je voulais donner la parole au syndicat. Mon représentant de patronat, c'est vrai qu'il y a beaucoup de secteurs informels qui est touché. C'est-à-dire, sur le secteur informel, presque 60% des Djiboutiens, des entreprises en fait. En tout cas, concernant le secteur informel, la réponse a été donnée, je crois. Sur les travailleurs. Le ministère des Affaires sur le travailleur, sociales qui doit prendre en charge toutes les personnes affectées. Sur l'après-confinement. En tout cas, le sujet d'actualité d'aujourd'hui, c'est l'arrêté qui a été signé le 29. L'arrêté voilà, c'est ça. 10% des travailleurs, 110% des salaires bruts pour les travailleurs en chômage partiel. Mais l'après-confinement, tu sais que ces travailleurs souffriront davantage parce qu'il y a beaucoup de charges à supporter, moi je dis. C'est vrai que moi, je félicite la décision sage. C'est déjà un premier pas que vous pouvez féliciter. Oui. Donc, ce charge, on est au mois de Ramadan. Moi, je disais, il y a la fête qui s'approche. Vous l'avez déjà dit, je crois. Donc, nous, on préconise d'autres alternatives. C'est-à-dire, par exemple, la suppression des factures d'énergie ou de consommation d'eau, qui sont des charges que les ménages djiboutiens souffrent. Ouais. D'accord. Déjà, 70%. C'est vrai que je partage 30% de l'État, 30% de l'employeur, 30% en tant que travailleur. Mais il y a toujours cette facture qui vont prévoir l'après-confinement. Donc c'est au niveau de la population que vous parlez ou bien au niveau des salariés? Au niveau de l'EDD même. C'est une décision. On peut demander ça au président de la République, son Excellence M. Ismaïla Omar Guelleh, qui a déjà pris cette initiative de sauver les pertes d'emploi. D'accord. De demander une suppression, un allègement des factures de consommation d'eau ou d'électricité. Mais je crois savoir que concernant cette question, la question a été posée, je crois, durant la dernière fois à l'Assemblée nationale. Et la réponse a été donnée par le Premier ministre. On dit on ne peut pas gommer d'un seul trait toutes les factures. On va y revenir à la prochaine fois. Peut-être qu'on va attendre là-bas. Oui. Et je voudrais continuer à vulgariser un peu l'arrêté. Donc, oui, allez-y, Mohamed. Oui. En fait, pour ce qui est du secteur informel, je voulais rajouter, peut-être c'est une bonne occasion actuellement que les gens qui sont dans le secteur informel se formalisent. Ça c'est notre initiative. Voilà, peut-être la plupart des... Parce que c'est intéressant pour la NEFI, pour la CNSS, pour tout le monde. C'est intéressant pour les deux côtés. S'il y a un message que vous voulez passer dans ce sens-là. Oui, c'est vraiment intéressant pour les deux côtés. L'entrepreneur, s'il est formalisé, il a une protection. Il est protégé. Et de l'autre côté, l'État aura moins de soucis à se faire pour les gens qui sont dans l'informel. Donc, on peut penser à un processus de formalisation du secteur informel en proposant peut-être de se relier au CEPEC en leur donnant des petits prêts symboliques qui peuvent leur permettre de résister à ces chocs. C'est-à-dire les gens les vendeurs de beignets, tous les entrepreneurs, je parle aux entrepreneurs, entrepreneurs indépendants qui avaient une activité, mais avec ce Covid-19, qui ont été impactés. S'ils peuvent être reliés au CEPEC,
on les comptabilise, on fait une base de données de tous ces gens qui peuvent se formaliser et pour passer à l'étape formalisée. Donc, on va les recenser, ils peuvent s'inscrire à la CNSS. Donc, on peut voir comme une opportunité de formaliser les gens qui sont prêts à passer l'étape. Je crois que cette proposition peut être retenue. Les hauts responsables du ministère du Travail sont là. Il y avait une question que je voulais poser à M. Mohamed Abdullahi Guedi concernant. Tout à l'heure, vous avez parlé de 44 000 salariés qui paient les cotisations. Et quel serait le pourcentage de salariés du secteur privé, si vous avez les chiffres, bien sûr? Alors voilà, donc j'ai dit pour les 41 896 salariés qui payent dans tous les secteurs, quand on ne compte pas le personnel de l'État central. Vous voyez, donc c'est le privé, les établissements publics, tout ce qui est ONG. Quand on compte ça, on a 41 000 salariés. Ces 41 000 salariés, ce n'est que 1624 qui sont du secteur privé. Non, je vais dire pour le... Alors pour les salariés, combien sont du secteur privé? 25 000. Voilà. 25 442 salariés sont du secteur privé. Très bien, donc je crois que ces personnes, le travail de ces personnes grâce à cet arrêté est sauvé au moins pour 3 mois. Peut-être qu'il y aura une suite, déjà que l'État a pris des dispositions déjà le 23 mars avec le décret et maintenant avec l'arrêté. Peut-être les préoccupations des entrepreneurs seront aussi prises en compte dans 3 mois parce que l'État, elle est toujours là, elle veut toujours sauver des emplois. Et la réponse à votre question, ou bien la recommandation que vous avez faite, je crois que c'est une très bonne opportunité pour la CNSS et le ministère du Travail. Donc, oui, je voulais juste... Un dernier mot. Oui, un dernier mot. C'est par rapport au prolongement de paiement de cotisation qui est prévu. Donc, normalement, donc, la CNSS a décidé de faciliter. C'est-à-dire que même après les 3 mois, s'il y a des problèmes avec l'employeur, il peut demander des échéanciers. Voilà. Et donc, il n'y aura pas également des pénalités parce que s'il y a de retard de paiement, il y a des pénalités qui s'accompagnent. Donc, nous, on a décidé d'enlever les pénalités et de faciliter au paiement de cet employeur en accordant des échéanciers si l'employeur le souhaite. Également, pour ce qui concerne donc ces salariés-là, une fois qu'ils seront recensés par le ministère du Travail, ces salariés vont continuer à percevoir les soins et toutes les prestations de la CNSS parce que normalement, s'il n'y a pas de paiement, il n'y a pas d'allocation familiale, il n'y a pas de prestations. Mais dans le cadre de cet arrêté, ils vont toujours continuer à bénéficier des prestations de la CNSS, même en retardant leur... Je crois que c'est une très bonne information que les salariés peuvent applaudir déjà, je crois. Donc, je crois que si on a fait le tour des tables, peut-être qu'on va passer au message, au dernier information. Je crois que Mme Ikram voulait réagir. Et après, on va passer au message pour les salariés, bien sûr, comme on parle de la vulgarisation de l'arrêté du 29 avril. Je pense que nous, en tant que ministère du Travail, nous veillons à ce qu'il y ait un climat social apaisé avec les partenaires sociaux. Je pense que dans ce nouvel arrêté, il a été bien sûr pour objectif de sauver des emplois dans les entreprises qui sont touchées par la crise de Covid-19, mais également soulager les entreprises avec le report des cotisations sociales et fiscales. Je pense qu'il s'agit d'un effort sans précédent de l'État en période de paix. Bien sûr, on est en période de paix pour maintenir les emplois, mais surtout éviter les chômages en masse. Mais néanmoins, nous savons que presque la moitié de la main-d'œuvre mondiale sera, presque la moitié de la main-d'œuvre mondiale risque de perdre ses moyens de subsistance. Je pense qu'on ne pourra pas éviter de licenciement, bien que nous essayons d'éviter le licenciement, mais je pense qu'avec les partenaires sociaux, on pourra arriver
à résoudre au moins certains problèmes qui se posent, certains problèmes récurrents qui se posent en ces périodes de crise. Très bien, donc un message pour Mohamed, comme ça on va passer. Moi, je dirais que vraiment la situation actuelle, on a besoin de travailler tous ensemble. Il faut que les entreprises innovent, soient plus agiles et qu'ils s'adaptent à la situation actuelle en diminuant leurs dépenses, en étant beaucoup plus créatifs pour vraiment dépasser ces caps. Il faut que l'État aussi joue très bien déjà son rôle. Hier, j'avais lu un article qu'on était les 10 meilleurs pays qui ont le plus dépisté avec le Covid-19, avec l'île Maurice. Donc vraiment, l'État est dans toutes les... il y a beaucoup de choses à faire en même temps, donc, mais il ne faut pas aussi qu'on oublie qu'après le Covid, il y aura beaucoup de choses, de dégâts qui vont être faits au niveau économique. Mais il faut que les salariés aussi, qui est troisième partie, revoient sa manière de consommer son salaire. Donc il faut qu'il limite les dépenses inutiles parce que les 30% qui sont coupés, l'État a fait un effort. Et l'entreprise aussi paye, même si la personne qui est en activité partielle n'a pas travaillé pour l'entreprise. Quelqu'un qui est en activité partielle, c'est quelqu'un qui est à la maison, qui ne travaille pas. Mais l'entreprise paye 40%. L'État paye 30%. Cette personne aussi, ces salariés, doivent être aussi se mettre à contribuer, pas en reconnaissant, mais à contribuer aussi, à comprendre qu'on n'est pas en période normale. Donc c'est avec tous, on travaille ensemble qu'on peut s'en sortir. Très bien, donc M. Mahmoud, avant de vous poser la question, je ne sais pas si vous avez entendu le dernier rapport du FMI qui donnait un peu de souffle à Djibouti. Est-ce que, si vous avez eu connaissance de ce rapport, parce qu'on parlait beaucoup de Djibouti, qui s'en sort, l'un des pays qui s'en sort le plus de ce Covid, d'après les rapports du FMI. Mais au niveau de l'emploi, par exemple, quel est votre espoir, par exemple? Oui, moi, au niveau de l'emploi, et mes espérances, c'est que c'est vrai, personne ne va comprendre, mais zéro emploi pour moi. Hein, parce que je vais avoir zéro chômeur. C'est sûr que vous l'avez dit, il y aura des chômeurs, surtout le chômeur Covid. Exactement. Hein, c'est un nouveau terme. Oui. Et je suis vraiment content d'avoir travaillé avec beaucoup d'employeurs djiboutiens dans le cadre de nos chômeurs que nous gérons. Et je leur remercie ici. Et je leur réitère ma demande à ce qu'ils soient beaucoup plus indigents et qu'ils gardent les salariés le temps qu'ils peuvent le payer. Et de nous accueillir à bras ouverts comme ils l'ont toujours fait lorsqu'on sera après le Covid, parce qu'on les amènera chez eux dans nos programmes comme les contrats d'insertion professionnelle, des stages payants de l'ANEFIP dans leurs entreprises, où ils pourront rester 5 mois et qu'après ils pourront le garder, la personne. Et donc on demande également, et je demande mes collègues directeurs généraux des établissements autonomes de la République de Djibouti à pouvoir accueillir nos stagiaires et qui peuvent le recruter après, derrière. C'est une manière de contribuer également à limiter et à réduire le chômage de la République, parce que les établissements de la République, il y a des grands établissements dans notre pays, 4 ou 5, et des autres établissements. Donc je leur demande, mes collègues directeurs généraux, à ce qu'ils puissent prendre nos stagiaires ANEFIP en contrat d'insertion professionnelle et qu'ils participent avec nous la gratification qu'on donne, et que plus tard, lorsqu'ils font leur recrutement dans l'année, qu'ils puissent recruter les chômeurs de l'ANEFIP, parce que l'ANEFIP n'est pas là pour être là. Elle est là pour appuyer les chômeurs, et les établissements de l'État sont là pour nous appuyer. Le secteur privé, on le connaît très bien. Ça fait depuis longtemps qu'on travaille avec eux. Donc maintenant, une nouvelle chose s'est installée, Covid-19, l'après-Covid, le chômeur Covid, si je peux dire. Donc les directeurs généraux amis, j'aimerais bien qu'ils nous assistent. Merci beaucoup. D'accord. Très bien, Charles, et après on va passer à la SNSS. En dernier, je vais donner la parole au syndicat. Au syndicat. Oui.
En fait, au-delà de la technicité et des problèmes concrets, ce qui est vraiment frappant, c'est la peur. La peur, quand elle est vraiment persistante, on ne peut pas la maîtriser. On ne peut pas la maîtriser parce qu'elle est en toi et on continue chaque jour, on a peur. Et ça freine la décision de créer, la décision d'aller au-delà de l'expérience. Ce qui est important face à ces situations ont existé, hein, ce que nous connaissons. La crise de 29, elle était économique, la crise de 73 pétrolier, la crise de choc boursière en 2008. Ceux qui se sont sortis, c'est ceux qui ont adopté un leadership transformationnel, mais surtout un leadership situationnel. Parce que ce qu'on a fait, on a adapté les problèmes exogènes auxquels on n'était pas préparé, mais il a fallu se préparer et donner un leadership situationnel. Donc on est en train de nous chercher nous-mêmes. On a la peur aux trousses, on est en train de réfléchir, mais en tant que gouvernement, on est là, une équipe de directeurs généraux, tout le gouvernement est mobilisé au plus haut niveau. Le premier magistrat est mobilisé et c'est un entrepreneur a besoin d'un déblocage au niveau de sa réaction, au niveau de l'esprit. Donc l'environnement est très important. Schumpeter et même les penseurs économiques disaient, on pensait simplement que le salaire était important. Non, il y a la motivation, il y a le contexte situationnel, il y a l'environnement dans lequel on entre, il y a tout le travail qui est mené au niveau du ministère. On parlait de secteur informel, mais il y a un ministère de la normalisation, il y a un ministère du commerce qui a fait un grand travail. Mais maintenant, ce choc structurel, sanitaire, va nous permettre de mieux réfléchir et peut-être d'adapter notre stratégie en termes de... Parce que là, le monsieur emploi nous parlait tout à l'heure de tout le travail qui est en train de mener. Il y aura une assise de l'emploi. Il a dit tout à l'heure, une assise de l'emploi. Et là, dans cette assise de l'emploi, ce sera le moment d'intégrer une autre composante, peut-être qu'on n'aura pas réfléchi, c'est comment peut-être accélérer la formalisation de l'informel au formel. Parce que c'est quoi? Généralement, bon, les chiffres, ça étonne les gens. Mais moi, j'ai fait une étude il y a à peu près 10 ans. Les gens, les chercheurs, les gens ont peur. Ils prennent la patente, ils s'enregistrent peut-être à la chambre de commerce, mais ils ont cette peur d'aller à la CNSS ou d'aller payer les impôts parce qu'ils ont peur. Mais il faut qu'on explique à ces gens-là qu'ils ont beaucoup à gagner en se formalisant, ils ont beaucoup à gagner en étant structurés, parce que c'est un secteur la preuve non aujourd'hui structuré. avec l'arrêté, Voilà. vous pouvez bénéficier de tous les avantages. La seule chose que je pourrais dire, c'est que on forme le vœu que Dieu, simplement, alhamdulillah, c'est l'iman. Parce que l'iman, on peut mourir aujourd'hui. On est en train de parler d'un grand problème social qui est le fléau. On a peur qu'il y a des chômeurs, mais il faut qu'on demande au plus grand Dieu de nous donner cette foi d'espérer, d'espérance. On a peur. Est-ce que vraiment le déconfinement, c'est quand? On est en train de compter à chaque fois on regarde. Qu'est-ce que veut dire notre docteur Benoît, qu'est-ce qu'il va dire? On est en train de... Donc il ne faut plus qu'on ait peur parce qu'on ne sait même pas si on va mourir. Oublions cette peur. Entrepreneurs, je pense que même les syndicats, l'approche inclusive est la meilleure manière pour s'en sortir de ce problème. Très bien, donc un dernier mot pour M. Mohamed Gueddi. Je crois que ce soir, vous avez eu de très bonnes informations sur lesquelles vous pouvez rebondir. Un dernier message concernant la sensibilisation sur l'arrêté. Alors moi, je vais toujours aller vers mon domaine. Donc le gouvernement, il est bien conscient de difficultés que les entreprises connaissent aujourd'hui et que le monde du travail en général connaît, et il y travaille. Moi, j'exhorterai les employeurs à faire preuve de responsabilité et à se formaliser, à se déclarer et à permettre à la CNSS de mener sa mission de politique sociale. Voilà, j'ai terminé. Un dernier mot pour M. Adan. Je crois que les premiers bénéficiaires, ce sont les salariés. Tout le monde fait des efforts, et l'État et les employeurs. Vous, maintenant, pour un dernier message au public, surtout aux salariés. Un dernier message d'abord de dire félicitations à cet arrêté qui a permis de sauver les pertes d'emploi en général et la stabilité économique du marché du travail. Donc nous, en tant que
représentant des travailleurs nationaux, nous l'accompagnons. Mais nous voulons toujours travailler sur cette situation de crise sanitaire, en tripartite avec le ministère du Travail qui est en première ligne, et puis les représentants d'employeurs, main dans la main, pour aller de l'avant, à faire d'abord une riposte pour anéantir cette maladie, pandémie de coronavirus, pour que la stabilité revienne en fait sur le marché du travail, qu'on puisse regagner sur notre travail pour avoir les 100% dans les salaires dans l'avenir. Tout l'espoir est là, donc merci à tous nos chers invités d'avoir participé à l'émission, les représentants des employeurs, la CNSS, le syndicat, les 3 directeurs généraux. Donc je vous remercie tous, je les remercie tous d'avoir participé à cette émission pour vulgariser et sensibiliser sur les derniers arrêtés que le président vient de signer pour réduire l'impact, pour essayer d'empêcher les pertes d'emplois et l'augmentation des chômeurs dans notre pays. Je crois qu'on ne peut que féliciter cette initiative. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont suivi cette émission, qui était un peu spéciale aujourd'hui, comme tous les soirs vous l'aviez en Afar ou bien en Somalie. Ce soir, c'était en français. Je crois que ce ne sera pas le premier. On va renouveler ce genre d'expérience. Je remercie tous mes invités ainsi que vous qui suivez l'émission. Bonsoir.